Je remarque souvent les très jeunes, pas parce qu'ils brûlent plus vite, mais parce qu'ils pensent comprendre trop tôt. À 20 ans, le monde semble déjà classé, jugé, pesé et parfois rejeté. Il s'appelait Nathan. Il n'était pas solitaire au sens visible. Il avait des amis, une famille correcte, des études en cours, rien d'extraordinaire, mais rien de catastrophique non plus. Et pourtant, je sentais en lui une fatigue étrange, une fatigue qui ne venait pas du corps, mais d'une forme d'écart intérieur. Il regardait les autres rire, planifier, tomber amoureux, se projeter, et il se demandait silencieusement pourquoi cela ne produisait rien en lui. Il n'était pas en colère, il n'était pas désespéré, il était détaché, comme s'il observait sa propre existence depuis une vitre. Les humains parlent souvent de souffrance intense, mais il existe une autre chose, plus sourde, plus plate, l'impression que tout est déjà joué, que l'on ne sera jamais pleinement impliqué. Nathan pensait que la vie était un film auquel il n'appartenait pas vraiment. Il a essayé pourtant, il est sorti, il a étudié, il a discuté, il a tenté d'aimer, mais chaque expérience lui semblait lointaine, comme une copie pâle de ce que les autres décrivaient. Il se disait que peut-être il était construit autrement, ou mal construit. Je l'ai observé longtemps avant d'approcher, car ce n'était pas une impulsion chez lui, ce n'était pas une tempête, c'était une décision lente, réfléchie, presque administrative. Il lisait beaucoup, il écrivait parfois, il analysait le monde avec une lucidité tranchante. Il disait que tout était répétitif, que les ambitions étaient des illusions, que les relations finissaient toujours par s'effriter. Ce n'était pas qu'il haïssait la vie, il disait simplement qu'elle ne l'intéressait pas assez pour qu'il continue à s'y investir, comme quelqu'un qui quitte une pièce dont l'ambiance ne lui correspond pas. Il a parlé une fois à un ami, brièvement, pas pour demander de l'aide, mais pour vérifier s'il était seul à ressentir cela. Son ami lui a répondu que ça passerait, que tout le monde doute à 20 ans. Nathan a hoché la tête, mais il pensait déjà que ce doute n'était pas une phase pour lui. Les semaines ont continué, normal en apparence, il rendait ses travaux, il saluait ses parents, il marchait dans la ville en observant les vitrines éclairées, et parfois il murmurait « Je ne vois pas la suite ». Ce qui le distinguait des autres n'était pas la douleur, mais l'absence d'attente. Il ne projetait rien, ni succès, ni famille, ni échec, seulement un long couloir vide, et dans ce couloir, il ne voulait pas avancer. Quand je me suis tenue près de lui pour la première fois, il ne m'a pas reconnue immédiatement. Il pensait encore réfléchir seul. Il pesait les choses comme on pèse un objet entre ses mains, les arguments pour rester, les arguments pour partir, et il concluait que rester exigeait une énergie qu'il ne trouvait plus en lui. Je ne force jamais, je n'impose pas, je ne suis pas un choix que l'on brandit, je suis une présence que l'on rejoint. Le soir où il a vraiment décidé, il n'y avait pas de cris, pas de désordre, il était calme, presque méthodique. Il a regardé longtemps le ciel, il a pensé à ses parents, à son enfance, aux souvenirs qui n'étaient pas malheureux, simplement distants. Il n'écrivait pas de grandes lettres dramatiques, il notait seulement quelques phrases simples « Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, je n'ai pas su me sentir à ma place ». Je me suis approchée alors, non comme une ombre menaçante, mais comme un seuil silencieux. Il m'aperçut enfin, pas comme une forme, mais comme une compréhension. C'est donc ça, a-t-il murmuré intérieurement. Je n'ai pas approuvé, je n'ai pas condamné, je lui ai simplement laissé voir, pas un paradis, pas un néant, mais la totalité de ce qu'il quittait, les possibles encore invisibles, les rencontres non encore faites, les versions de lui-même qu'il n'avait pas expérimentées. Il les a regardés avec un mélange de curiosité et de scepticisme, et il a dit peut-être, mais je ne les ressens pas. Les humains prennent parfois des décisions en fonction de ce qu'ils ressentent dans l'instant, oubliant que certaines choses ne se révèlent qu'en avançant. Il a franchi le seuil sans violence, sans mise en scène, avec cette même lucidité froide qui l'accompagnait depuis des mois. Et pourtant, au moment précis où il a cessé de respirer dans son monde, j'ai senti en lui une micro-hésitation, pas une panique, mais une question tardive. Et si j'avais eu tort, cette question n'était pas un cri, seulement une fissure minuscule dans sa certitude. Je continue de marcher parmi les jeunes, ceux qui pensent avoir déjà compris l'ensemble du paysage alors qu'ils n'en ont vu qu'un fragment. Je vois ceux qui traversent des nuits longues et finissent par découvrir un matin inattendu, et je vois aussi ceux qui décident que l'attente ne vaut pas la peine. Nathan n'était pas faible, il n'était pas brisé, il était convaincu, et parfois la conviction peut être aussi dangereuse que le désespoir. Je ne glorifie jamais ces passages, je ne les dramatise pas non plus. Ils existent, ils sont réels, ils laissent derrière eux des silences immenses, des parents qui cherchent des explications, des amis qui repensent à des conversations anodines. Demain, peut-être, je raconterai l'histoire de quelqu'un qui, au dernier moment, a choisi de rester, ou celle d'un être qui a découvert à 21 ans ce qu'il n'avait pas vu à 20. Je marche entre vos certitudes et vos doutes, et je sais que certaines décisions semblent définitives, alors que la vie, elle, change parfois sans prévenir.